5% d'enfants TDAH, il n'y a pas 5% d'enfants qui vont avoir de la Ritaline. On parle de la Ritaline, donc ce médicament pour les enfants qui ont un trouble d'attention, quand il y a un impact ou à la maison, ou dans la vie sociale, ou dans la vie scolaire. Alors vous allez me dire, oui, mais il réussit bien à l'école la journée. La réponse, elle est simple. Il réussit bien à l'école la journée parce qu'il est intelligent, comme vous le disiez très justement, et son potentiel lui permet de passer outre ces troubles d'attention, trouver des stratégies pour arriver à retenir deux, trois choses. Il réussit bien à l'école, mais à quel prix? À quel prix? C'est-à-dire au prix d'une tension que ça lui demande, quotidienne. Et c'est marrant parce que j'ai un gamin aujourd'hui qui m'a dit ça, qui m'a dit, il avait des tics et un trouble d'attention. Il me dit, je me contrôle toute la journée pour ne pas avoir des tics, pour ne pas me faire remarquer. Je me contrôle toute la journée pour mon trouble d'attention, pour ne pas avoir de mots. Et le soir à la maison, je me lâche. Je me lâche. Parce que je sais que mes parents m'aiment de façon inconditionnelle et qu'ils me pardonneront. Donc, voilà, pour répondre à la question, oui, sans doute, il n'en aurait pas besoin à l'école parce qu'il compense, mais ça vaut la peine de voir si lui donner de la Ritaline à l'école ne lui donne pas un apaisement la journée et qu'il ne vous présente pas l'addition le soir. Parce que c'est ce qui se passe, quoi. Il prend sur les yeux de la journée et le soir, voilà. Euh, et comme disait Ado, c'est vous qui prenez cher. Que la Ritaline, ça agit sur le cortex frontal. Et une demi-heure après l'avoir pris, le gamin qui était en permanence en train de zapper, grâce à la Ritaline, il se pose, il écoute, il réfléchit, il fait attention, il sait qu'il faut lever le doigt alors qu'avant il répondait sans lever le doigt. Bon bref, il ne se retourne pas. Mais j'avais expliqué que quand on est sous Ritaline, on est très attentif à ce que disent les profs, mais aussi très attentif à ses émotions. Et que si on est déprimé, ça augmente la dépression. Si on est anxieux, ça augmente l'anxiété. Sauf. Et j'ai eu encore le cas la semaine dernière où on était partagé, l'équipe qui avait observé le gamin, parce que nous, on les prend 2 jours dans le service avant de décider si on donne le traitement. Il y en a qui disaient, oula, mais je le trouve quand même très préoccupé, etc. La question, c'est de savoir si il est préoccupé au départ et qu'il a en plus un trouble d'attention et que si on donne la rétine, ça va l'aggraver, ou s'il est préoccupé parce qu'il se sent absolument incapable de contrôler son impulsivité et donc d'utiliser ses compétences et donc de transformer ses compétences en performance. Et j'ai eu le cas la semaine dernière où j'avais la moitié de mon équipe qui me disait il ne faut pas le faire, l'autre moitié qui me disait il faut le faire. J'ai dit bon, allez, moi je tranche, je n'ai pas d'avis, mais je tranche, je lui ai donné. Le gamin, je ne vous mens pas, il avait 11 ans, très intelligent, il me dit mais au bout de 20 minutes, mais qu'est-ce que j'étais apaisé. Dans ma tête, j'avais l'impression que tout rentrait dans les cases. Alors qu'avant, c'était un flou, vous voyez comme on est quand on était TDAH et au potentiel. Ça part dans tous les sens, etc. Et là, d'un seul coup, tout était organisé. J'étais mieux. Et j'en ai plein des comme ça. Alors, nous on travaille avec Filet parce qu'on on leur fait remplir une échelle d'anxiété avant le traitement et une demi-heure après, on fait remplir une autre échelle d'anxiété. Et là, il avait un score de 14 avec la norme, c'est 7 avant le traitement et il avait 6 après le traitement. Donc, ce n'est pas du tout parce qu'il y a des troubles anxieux et dépressifs que ça va être une contre-indication. Si on avait le moindre doute, il faut essayer. Et c'est un test thérapeutique. Essayez une fois. Et c'est un effet on-off, ça marche immédiatement. Psychologues et neuropsychologues sont toutes les deux des psychologues qui ont fait un master 1 de psychologie, donc bac plus 4, 5. Et à un moment donné, au moment du master 2, il y en a qui s'orientent vers la psychologie clinique, qui vont être des psychologues cliniciennes, qui vont faire de la psychothérapie, qui peuvent faire des tests de personnalité, et d'autres qui vont s'orienter vers un master 2 de neuropsychologie, qui vont, là, à ce moment-là, vont s'intéresser non plus à la boîte noire, à l'inconscient, au fonctionnement familial, etc., même si elles s'y intéressent bien sûr, mais ça va plus être leur priorité. Leur priorité, ça va être les grandes fonctions cérébrales, la mémoire, l'attention, les praxies. Elles vont les évaluer et éventuellement les rééduquer. Donc, c'est ça la différence. Elles sont toutes psychologues, mais il y en a qui ont fait le choix de travailler sur le neurodéveloppement et d'autres qui veulent travailler sur la vie psychique. Et moi, j'aime bien les deux. Et dans mon service, on a des neuropsychologues et des psychologues cliniciennes. Ensuite, pour le petit, alors, dernière chose, une psychologue clinicienne qui n'est pas une neuropsychologue peut faire passer des tests de QI. Hein. Dieu merci, elles ont appris à le faire et elles le font de façon aussi très bien, mais on ne va pas leur demander d'aller explorer les praxis, les fonctions exécutives et la mémoire. On va expliquer à tout le monde ce que c'est que le neurofeedback. Le neurofeedback, oui, bien sûr, on le fait. J'envoie des enfants, j'ai fait des expérimentations. On a fait un protocole neurofeedback versus Ritaline. Donc, vous pouvez imaginer, la Ritaline est meilleure pour le neurofeedback, mais que le neurofeedback pour le TDAH.
Mais ce qui marche le mieux, c'est les deux associés. Pourquoi? Dans le feedback, on met un casque à un enfant. Donc, on met un casque à un enfant, on relie ce casque à un écran et il n'a pas de manette, il y a un jeu vidéo. Et là, il va gagner des points et il va pêcher plus de poissons en fonction de son attention. Donc, il se concentre et il voit qu'il en pêche plus, il arrête de se concentrer, il perd. Et puis, il y a une jauge à gauche où il voit son attention qui monte et qui descend. Donc, le neurofeedback, c'est le même principe que quand vous rentrez dans un village en voiture, et puis vous avez à l'entrée du village, ça s'affiche en rouge si vous êtes au-dessus de 50 km/h, et puis ça retombe en vert. Donc, vous apprenez à lever le pied avec la voiture, et bien lui, il apprend ça. Donc, bon, il y a plusieurs techniques, hein, dont la vôtre aussi. Le principe du neurofeedback, vous l'avez compris, c'est la seule stratégie avec aussi la remédiation cognitive, hein. Les neuropsychologues peuvent faire de la rééducation de l'attention, comme l'orthophoniste rééduque le langage, mais autant la ritaline de médicament, il écrète, il supprime le symptôme, mais il ne soigne pas la cause. Autant, pour répondre à votre question, le neurofeedback, il est censé aider à faire travailler la région qui marche moins bien et donc corriger le problème neurodéveloppemental. Donc oui, si vous me posez la question, oui, nous, on le conseille. C'est une technique intéressante. C'est pas donné, ça coûte de l'argent, il faut une grosse motivation de la part des enfants. Non? Voilà. On a pas mal d'outils à notre disposition et certains marchent sur certains enfants et pas tous. Donc, il y a le neurofeedback, il y a la méditation, il y a la relaxation, il y a la sophrologie, il y a l'hypnose. Je pense que si on ne veut pas donner de médicaments, on peut essayer. D'ailleurs, merci de me permettre de le redire, la Ritaline ne doit pas être donnée en première intention, même si l'enfant a un vrai TDAH. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé disent on doit commencer par d'autres stratégies comme le neurofeedback, comme la relaxation, comme des conseils pédagogiques, des conseils éducatifs. Un autre truc qui marche quand même très bien pour le TDAH, c'est les groupes de parents, les groupes d'entraînement de parents. C'est la méthode Barclay, hein, où on le fait dans notre service. Il y a 4-5 parents, 4-5 familles qui se réunissent une fois tous les 15 jours avec deux thérapeutes et on explique qu'est-ce qu'il faut faire, la fermeté bienveillante, le stop, think and go, expliquer comment il fonctionne dans son cerveau et comment on peut l'aider.